Merci pour l'invitation. Donc, comme ça a été dit, c'est Darwish Mohamed Taha, je suis pharmacien pharmacologue au Centre de recherche en sciences pharmaceutiques. Donc, j'aurai le plaisir de faire une petite intervention sur l'internalisation, ses contraintes et son intérêt en termes d'activités de recherche et développement en industrie pharmaceutique. Alors tout d'abord, lorsque je parle d'industrie pharmaceutique, je parle bien sûr d'un ensemble d'entités à but lucratif. Elle s'active bien sûr dans le domaine du médicament, au sens large du terme, que ce soit dans le développement, la production ou bien la commercialisation de ce produit. Donc c'est clair que ce n'est pas le seul produit, le médicament, mais c'est le produit phare dans la gamme des produits de santé. En Algérie, bien sûr, l'industrie pharmaceutique est surtout orientée vers la production et éventuellement l'exportation de médicaments génériques. Alors, toute entreprise pharmaceutique se doit d'avoir quand même une activité de recherche et de développement. Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par ce couple recherche et développement? C'est toutes les activités procédant d'un processus, donc c'est une des étapes bien conditionnées, bien conçues et donc devrait être bien suivies en termes d'investigation, d'essais qui vont permettre la mise au point d'un produit pharmaceutique qui doit satisfaire bien sûr aux différentes exigences, d'abord technico-réglementaires, scientifiques, éthiques, médicales, requises avant bien sûr la mise sur le marché de ce produit particulier. Commençons par le premier volet, c'est la recherche. Alors, en termes simples, une activité de recherche vise à générer de la connaissance, c'est-à-dire acquérir des informations et des connaissances nouvelles, mais aussi valider des connaissances déjà acquises, parfois même réfuter ces connaissances ou bien les nuancer. Mais ce qui intéresse surtout l'industrie, c'est l'autre pendant du couple, c'est le développement. Ce sont les étapes de mise au point d'un produit, en partant d'un prototype jusqu'à le produit final. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un produit pharmaceutique, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que le médicament. On peut appliquer la même démarche recherche-développement à différents produits de santé qui se rapprochent un petit peu des standards pharmaceutiques, tels que les dermocosmétiques ou bien certains compléments alimentaires. En Algérie, cette industrie pharmaceutique est considérée comme un secteur stratégique devront répondre à deux catégories d'enjeux. Il y a les enjeux sanitaires et bien sûr les enjeux économiques. En termes d'enjeux sanitaires, il est évident que ça fait partie, ce qui est à la mode depuis la pandémie Covid-19, la notion de souveraineté sanitaire où le pays doit avoir les moyens pharmacothérapeutiques adéquats qui soient efficaces, sûrs, de qualité, mais surtout disponibles. Disponibles, ça veut dire présents sur le marché algérien dans des quantités en adéquation avec les besoins sanitaires. L'enjeu économique est de taille aussi parce que justement le coût d'acquisition de ces moyens, à savoir les produits pharmaceutiques, est tout bonnement colossal, qui se chiffre à des milliards de dollars. Néanmoins, le marché du médicament et son industrie corollaire peut être aussi considéré comme des opportunités en guise de gisement d'emploi, parfois des emplois très très qualifiés, parce que dans la recherche et le développement, il est clair que le standing du recrutement est tout autre que d'autres métiers de l'industrie qui nécessitent peut-être moins de technicité et de compétences. Et le tout doit être orienté pour répondre à un défi. On le verra tout à l'heure, la vraie pérennité de l'industrie nationale pharmaceutique, c'est sa capacité à se placer à l'international avec des actions d'exportation. Donc, pour répondre à ces enjeux, cette industrie pharmaceutique se doit d'abord d'être performante. Et un des indices de performance importants est tributaire de la qualité de l'activité de recherche et développement, parce que c'est le principal facteur de pérennisation, c'est-à-dire la raison même de la survie dans l'entreprise, sa croissance dans un environnement très 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 sévère en termes de rigueur réglementaire, de concurrence ou bien d'exigences socio-économiques. Tout ça se fait que l'environnement dans lequel va évoluer notre entreprise pharmaceutique est très contraignant, comme je l'ai dit. Donc la question qui se pose, si on doit avoir des activités de recherche et développement, est-ce que l'entreprise algérienne, c'est le contexte qui nous intéresse, peut internaliser, c'est-à-dire développer en interne ces activités de recherche et développement? Avant de traiter cette question algérienne, on va parler des contraintes. En parlant d'un exemple, c'est le pays leader dans l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, c'est l'exemple américain.
Vous voyez ici les chiffres du Congrès américain sur le pourcentage réservé en termes de revenus de l'entreprise en R&D. Vous voyez que de très loin, l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, c'est elle qui doit investir le plus grand pourcentage de ses revenus par rapport même à d'autres entreprises à haute valeur technologique telles que l'informatique, les softwares ou même le hardware. Alors, donc la première contrainte évidente, elle est financière. Parce que, bon, désolé de vous infliger ce schéma classique, les étapes de développement d'un médicament, c'est très long et très coûteux et très compliqué. Donc, les contraintes, ça sera bien sûr la lenteur de son processus. On peut aller de 10, 15 jusqu'à 20 ans pour développer un seul produit. Très coûteux. On a vu tout à l'heure le schéma. C'est au voisinage de presque 2 milliards de dollars maintenant le développement d'un seul produit innovant. Et le tout fait en sorte que le processus devient hasardeux, c'est-à-dire prendre du temps et mettre de l'argent, ce n'est pas suffisant, parce que même avec ça, vous êtes toujours exposé à un risque d'échec et l'investissement n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, toujours dans l'exemple américain, ça a fait exploser ces contraintes le coût de développement d'un médicament que vous voyez dans le graphe supérieur. Bien sûr, en équivalence de pouvoir d'achat par rapport au dollar en valeur de 2019. Mais faire exploser le coût n'a pas permis de développer de manière proportionnelle plus de médicaments. Parce que vous voyez ici en bas les histogrammes qui montrent le nombre d'AMM sur le marché américain de produits innovants. C'est-à-dire les coûts augmentent alors que le nombre de produits mis sur le marché est globalement stable. Maintenant, pour revenir à un contexte algérien, il est clair que l'exemple américain est un exemple extrême. L'industrie pharmaceutique algérienne, on doit lui assigner bien sûr des objectifs qui sont plus réalistes, tels que la promotion du médicament générique, la promotion des médicaments biosimilaires, ce sont donc des produits, entre parenthèses, copies de produits biotechnologiques, des produits de santé naturelle, y compris des produits à base de plantes, ou bien le repositionnement de médicaments. C'est une thématique qui a été traitée par moi-même lors de la dernière édition du CIFAL, c'est-à-dire proposer de nouvelles indications pour de médicaments génériques qui existent déjà sur le marché. Donc toutes ces activités de recherche et développement doivent être orientées justement pour répondre à ces objectifs réalistes. Mais on doit s'inspirer d'abord des initiatives étatiques. Le poids de la recherche et le développement reste assez modeste. Les pouvoirs publics en sont conscients. Il y a eu, entre autres initiatives, la création du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, que j'ai l'honneur de représenter ici, et qui est une entité publique mise au service de l'industrie pharmaceutique. Il y a eu aussi la création d'un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. Maintenant, c'est le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Il faut savoir qu'il existe une direction qui a, entre autres, comme prérogative la recherche dans le développement pharmaceutique. Donc tout ça a été accompagné par un effort législatif de la part du gouvernement, du ministère de l'Enseignement supérieur, ministère des startups, justement pour promouvoir le lien entre la recherche et le monde de la recherche et le monde économique représenté par les entreprises pharmaceutiques. Donc cette relation recherche académique, industrie pharmaceutique, elle est importante parce qu'on doit avoir des activités de recherche au sein de l'entreprise, mais cette dernière peut et doit financer aussi des travaux académiques qui peuvent l'intéresser directement. Mais c'est au monde académique d'aller de l'avant et de s'adapter aux besoins de l'entreprise, d'où la nécessité d'avoir une politique nationale cohérente en termes de recherche et développement. Là, on quitte l'exemple américain, on va étudier l'exemple d'un autre un pays émergent, qui est la Chine. Donc cette publication dont je m'inspire en termes de résultats, qui décrit l'évolution de l'industrie pharmaceutique chinoise les 20 dernières années, donc on voit toujours qu'il y a eu un démarrage à partir de zéro pratiquement. En l'an 2000, là vous avez le graphe des publications pharmaceutiques. Bien sûr, les États-Unis sont toujours en tête, mais au fur et à mesure des années, de la première, en fait la deuxième décennie de notre siècle, les Chinois ont plus ou moins rattrapé leur retard en termes de publications pharmaceutiques par rapport aux États-Unis, contrairement aux d'autres pays qui ont stagné, voire même reculé. On doit être interpellé aussi par les domaines de recherche. Si je fais le top 10 des domaines de recherche pharmaceutique chinois, on voit dans ce tableau qu'il y a très peu de molécules innovantes, à l'exception de l'oncologie.
L'essentiel est orienté non pas à trouver de nouvelles molécules, c'est-à-dire de nouveaux princeps, mais développer de nouveaux moyens de délivrance, de nouvelles formes galéniques, de nouveaux vecteurs pour des médicaments qui existent déjà. Donc c'était un choix intéressant sur le plan stratégique. D'ailleurs, on voit ici une augmentée croissante des projets de recherche ainsi que leur niveau de financement dans le domaine pharmaceutique en Chine, qui a été bien sûr, qui a culminé en 2014, mais qui reste à des niveaux assez élevés. Maintenant, si je compare la recherche et le développement en termes de coûts en Chine par rapport à d'autres entreprises pharmaceutiques, je cite les Big Pharma, tels que Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi et GSK, on est toujours interpellé par la question combien je dois consacrer pour la recherche et le développement. Et là, la Chine peut être un bon indicateur avec moins de 5% des revenus qui sont investis dans le R&D. Il y a eu quand même un saut qualitatif qui est beaucoup, beaucoup moins que les chiffres que vous voyez pour les autres entreprises, jusqu'à 27% pour Roche. Et rarement en deçà de 10%, mais généralement ça dépasse largement les 15% pour les grosses entreprises pharmaceutiques. Donc combien je dois consacrer des ressources, ça c'est important. Combien je dois mettre de personnel dans la recherche et le développement. Aussi, on a des indications qui viennent de la Chine. Dans cette courbe croisée entre la proportion des travailleurs qui activent dans le R&D et le pourcentage des revenus investis, on voit que l'essentiel des entreprises pharmaceutiques chinoises ont moins de 10%, ça c'était attendu, de revenus investis dans le R&D, mais aussi moins de 10% du personnel qui est orienté ou chargé des opérations de recherche-développement. Donc, en Algérie, comme je l'ai dit, c'est une industrie orientée vers le générique. Ça vise bien sûr à réduire les coûts. Mais aussi des défis que doit relever l'industrie du générique. D'abord, le défi de la qualité pour enfin satisfaire le défi de l'exportation et placer notre industrie à l'international. Donc, restons dans l'exemple chinois. En 2000, je vais prendre un paramètre qui peut être discutable, c'est le nombre de génériques chinois enregistrés dans le marché américain, c'est-à-dire acceptés par la FDA. En 2000, il était de 0, parce qu'avant les années 90, à l'international, l'industrie était quasiment absente, ce qui est le cas de beaucoup de pays. Mais on voit que petit à petit, lentement, à partir de 2015, il y a eu beaucoup plus de génériques chinois acceptés sur le marché américain à cause de ce saut qualitatif, justement. Donc, quelle leçon doit-on tirer? Donc, il faut un investissement important, mais qui n'est pas extraordinaire quand même. On a vu les chiffres tout à l'heure. Mais l'essentiel qu'il soit bien orienté en fonction des priorités nationales qu'on fixe en termes d'industrie pharmaceutique. Avoir, bien sûr, une activité de recherche et développement solide et pérenne. Dans le cas de l'Algérie, le besoin de création d'un pôle d'excellence, il y a certains qui existent, que ce soit dans l'algérois ou bien dans le constantinois, avec une collection d'entreprises et d'institutions de recherche dédiées au domaine biomédical. La recherche doit exister au sein même de l'entreprise, mais ça ne dispense pas à l'entreprise de financer la recherche académique dont le financement reste timide à l'heure actuelle. Donc on a quelques exemples quand même de réussite. Il y a eu des coopérations CRSP entre différents laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, un projet national de santé, PNR, qui a été accepté, qui est co-géré par le CRSP et le laboratoire LDM, qui vise à optimiser les études d'équivalence in vitro. Ça, c'est pour répondre aux problématiques de la qualité des génériques. Plus récemment, c'était le développement d'un produit avec les laboratoires Becker. Ce produit s'appelle Respicure. Il est actuellement en phase d'évaluation clinique. Donc, ce produit, c'est quoi? Donc, c'est parti de deux principes actifs d'origine végétale, resveratrol et quercétine, dont la recherche, c'est-à-dire en termes d'acquisition des connaissances, a prouvé son intérêt en termes d'activité anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Et donc, le laboratoire a essayé d'explorer l'utilisation de ces produits dans le traitement de pathologies inflammatoires respiratoires, principalement l'asthme bronchique. Et donc, ça a donné, en termes de recherche et de développement, la mise au point d'une forme galénique adaptée à cela, par voie d'inhalation, avec tous les avantages cinétiques et de précision que cela implique dans la prise en charge de ces pathologies. L'apport du CRSP a été en complément de l'apport de développement
qui a été fait en interne par les laboratoires Becker en termes de choix de doses et de prédiction. Notamment, le CRSP a été chargé de l'évaluation ou de la prévision pharmacocinétique par des moyens in silico avec des logiciels de simulation qui essayent de prévoir quelles sont les doses les plus adéquates et les niveaux d'exposition les plus intéressants par ces produits, en complément à des études précliniques chez l'animal avec des modèles murins qui ont recréé la pathologie respiratoire chez la souris et qui ont donné de bons résultats avec le produit qui, je le rappelle, est en phase finale d'évaluation clinique en Algérie. Donc ces activités de recherche clinique existent, y compris sur le territoire algérien. Donc en termes de perspective, rendre la recherche pharmaceutique opérationnelle grâce à des entités dédiées, c'est-à-dire le laboratoire doit avoir des services, des cellules, des départements, parfois pourquoi pas des centres dédiés à la recherche et développement, avec un engagement coordonné entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Ça, c'est totalement nécessaire parce qu'il faut avoir quand même une politique nationale de recherche et développement. Les expériences que j'ai citées à titre d'exemple montrent que cette opportunité est réaliste, elle existe, elle est prometteuse et elle est appelée à se multiplier, à être développée. En conclusion, on va insister que développer en interne des capacités de recherche est possible et nécessaire. Le laboratoire pharmaceutique algérien doit faire le pas. Il y a des contraintes qui obligent d'avoir des partenaires tels que notre centre, mais d'autres acteurs académiques peuvent intervenir et aucune internalisation ne peut être complète parce que le coût, la complexité des opérations est telle qu'on ne peut pas tout faire à l'intérieur de la structure qui est le laboratoire pharmaceutique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.